There's an easy. Departments are expected to do it all. Interact with 15 different admin centers, pull reports from siloed data, onboard and offboard users from every corner of their organization, and more, all while maintaining security compliance. There's an easier way. CoreView is the leader in enterprise Microsoft 365 management. We help IT and security teams manage, secure, and optimize licenses for more than 5.5 million M365 users worldwide. With complex Microsoft tenants, challenges can quickly become unmanageable. CoreView imports every scrap of metadata from your M365 environment, plus any on-prem hybrid data, then organizes it into a single, fast, searchable database. So you can carve up the environment to create virtual tenants that limit what users can see. Next, apply super granular privileges to limit what each user can do. Proactively detect and correct common security gaps. Simplify IT tasks with reporting that lets you take action immediately. Track user licenses and adoption to maximize ROI. Join the 10,000 plus IT leaders already making Microsoft 365 administration simple. Tac. Du coup, c'est bon, les gars, vous pouvez y aller. C'est parti. Donc, bienvenue à cette conférence, merci d'être là. Donc, la conférence Pouvoir 365, c'est notre première pour nous, Philippe et moi-même. Merci de votre indulgence. On va essayer de garder le timing, parce qu'on a déjà rongé un peu. Et donc, sur la conférence, on va vous présenter un petit peu nos profils. Hop. Donc, moi-même, Florent Delvoye, je suis architecte expert Microsoft 365, solution Microsoft on-prem hybride et Cisco Meraki. Et donc, j'aide les organisations à supprimer les tâches redondantes sans valeur ajoutée pour les automatiser et faire en sorte justement de rendre l'expérience utilisateur sans futur. Je suis co-gérant de Pragmatism IT et on est spécialisé dans les solutions Microsoft. Et donc, bonjour à tous, donc moi je suis Philippe Desmoutiers, je suis responsable d'infrastructure modèle WordPress chez Topoffice, je suis le client. Mon domaine de compétences dans Topoffice, ça va être du data center au réseau, la sécurité, la modèle WordPress, les devices, voilà, l'environnement technique. Et voilà, là je n'ai pas de certificat Microsoft, donc 25 mètres d'âge libre. Allez, du coup, je continue. Donc, Topoffice, on est une enseigne de retail. On est spécialisé dans l'univers du bureau, à la fois sur le produit et le service. On a 4 passions la papeterie, le mobilier, l'informatique et tous les services autour de l'atelier impression et la communication. On travaille avec les pros, donc nos clients principaux sont les professionnels, mais les particuliers sont les bienvenus. Topoffice, c'est 400 collaborateurs, 33 magasins répartis sur le territoire national avec un tiers de magasins en affiliation. Pour Pragmatism IT, donc c'est une ESN, et en 2018, aujourd'hui on est spécialisé dans l'architecture, l'organisation et la gouvernance du système d'information, toutes les solutions Microsoft et l'aspect Zero Trust et l'expertise on-prem, système Windows et tout ce qui va être architecture. Et aussi forcément donc à faire tout ça, l'automatisation et la fiscalisation dont on va parler par la suite. Nos partenaires, donc on est Microsoft Gold Partner, on est partenaire aussi avec Dell, Cisco Meraki sur l'aspect réseau, Jabra sur les aspects device audio et Link sur les aspects speakerphone et téléphone. On est 5 collaborateurs qui accompagnent donc, les clients et les prospects et voilà, on évolue progressivement sur le domaine et aussi au niveau nord de France, on va dire. Donc les sponsors, voilà, qu'on remercie encore parce que voilà, c'est eux qui ont financé finalement la possibilité de donner le stade et de
pouvoir entre guillemets avoir des petits pains et faire en sorte que le moment soit agréable. Donc la conférence, donc retour d'expérience, terrain, l'architecture et l'automatisation au service d'une expérience sans future. Et on démarre avec le sommaire. Donc le sommaire rapidement. Donc de quoi parlons-nous? Donc on va revenir sur quelques définitions pour qu'on soit en face sur notre vision de certains termes qu'on va aborder. Quel est le constat? Le constat Top Office, le constat Pragmatic IT du début de la relation et de ce qu'on va vous présenter, de ce qu'on a fait ensemble avec Pragmatic IT. Quel a été notre cap? Parce qu'on a été cap, pas cap, et voilà le cap qu'on s'est fixé. Tout ça englobé autour de la stratégie Zero Trust, qu'on va rappeler. Voilà, le gros du sujet, ça va être l'expérience utilisateur. Donc, on va vous expliquer comment on a automatisé toute une partie de l'arrivée des collaborateurs autour de l'expérience, de l'amélioration de l'expérience utilisateur. Le bilan, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, c'est quoi la suite, c'est quoi notre prochain cap, et puis des questions-réponses si vous en avez. Si on a du temps, c'est ça. Donc, de quoi parlons-nous? Donc, déjà, on va définir le système d'information. Premièrement, le système d'information, c'est simple. Ça veut dire que, alors, pour Wikipédia, voilà, c'est un ensemble organisé de ressources interconnectées entre elles via un réseau d'ordinateurs pour collecter, distribuer et stocker de la donnée, de l'information. Pour nous, c'est un ensemble de référentiels qui sont interconnectés entre eux et qui possèdent la vérité sur une information donnée. Et l'objectif, c'est de mettre à disposition d'un ou plusieurs utilisateurs cette donnée, et le plus souvent, c'est auprès d'un client final. Donc, le système d'information est au service d'eux, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un système d'information pour faire un système d'information. L'objectif, c'est de répondre à un besoin métier et de répondre à un client pour, entre guillemets, faire du business, ou vendre du produit et faire du chiffre d'affaires. Et donc, l'informatique devient finalement une dimension support. Et le système d'information, donc, on va pouvoir le résumer comme ceci, selon plusieurs briques. Donc, la première brique, c'est les applications spécifiques au secteur d'activité. En l'occurrence, on va avoir, par exemple, chez SNCF, une solution qui va permettre de gérer les trains. On ne retrouvera pas ça ici au Stade Pierre-Mauroy. Donc, on va retrouver aussi de manière générale les applications métiers génériques avec l'ERP et le CRM, en particulier pour gérer la relation client, pour gérer la facturation, la comptabilité et toutes les obligations régaliennes d'une entreprise. Les applications de travail collaboratif, concrètement Microsoft 365 finalement, avec toute la stack de communication unifiée, de collaboration, de partage de documents, de mails, etc. On va retrouver ensuite donc, les hébergements des applications et des systèmes d'exploitation avec la capacité d'aller justement déployer des applications avec des plateformes du type Terraform, Docker ou même tout ce qui est système d'exploitation en tant que tel, Windows Server, Linux, etc. Et ensuite, vraiment en couche basse, le socle d'infrastructure et matériel avec toute la partie IaaS, donc dans Azure, infrastructure as a service, ou même vos machines que vous avez chez vous, vos devices que vous avez chez vous, les PC, les téléphones, les smartphones, du réseau, des switches, des bornes Wi-Fi, etc. Donc finalement, sans quoi vous ne pouvez pas utiliser et exploiter finalement toutes les couches supérieures. Et ensuite, en transverse, on va retrouver donc, tout ce qui va être gestion de l'ITSM, donc IT Service Management, pour l'amélioration continue et on va dire comment on va appliquer les librairies utiles dans le cadre de votre système d'information et tout l'outillage qu'on va mettre à disposition pour dire de pouvoir gérer toutes ces briques. On va retrouver les aspects indicateurs, puisque en fait l'objectif de la donnée aussi, c'est de pouvoir dégager des indicateurs et d'orienter à un moment donné soit le business ou même la gestion de votre infrastructure et de votre système d'information, et aussi et surtout la sécurité. Comment on va bien sécuriser tout ça et comment on va venir sécuriser à la fois du socle d'infrastructure, donc ça va être même limite l'accès par badge à la SaaS serveur, jusqu'à finalement l'habilitation que vous donnez à votre collaborateur sur une application. Au-dessus, on va retrouver donc l'urbanisation qui va permettre de rendre cohérent tout votre système d'information et faire en sorte qu'on ne se retrouve pas, par exemple, dans une collectivité avec une maison peinte en rose à côté d'une église, par exemple, parce qu'elle est un monument historique. Ça va être la même chose sur le système d'information. L'idée, ça va être de ne pas se retrouver avec des verrues sur votre système d'information. Et ensuite, la gouvernance. La gouvernance, ça va être donc le plus souvent piloté par les décideurs, les dirigeants et le directeur informatique, qui va venir orienter la stratégie informatique de l'entreprise pour pouvoir justement accompagner le business et faire en sorte de prendre les décisions vraiment globales, prises de hauteur au niveau de la direction informatique. Donc voilà pour nous ce que c'est le système d'information.
Derrière tout ça, l'architecture, puisqu'on en parle dans le titre, l'architecture, c'est quoi? Ça va être tout le lien en fait, qu'on va mettre entre tout ça. Comment on va venir faire communiquer toutes ces briques-là et faire en sorte que ça se passe de manière justement sans couture. Et concernant l'automatisation, Ok, donc maintenant on va aborder l'automatisation. Donc on a cherché avec Florent une image qui pour nous représente bien l'automatisation. Donc pour nous c'est ça. Là voilà, on a une tâche qui est totalement automatisée. Voilà. Et donc en résumé c'est ça, c'est le fait de déléguer à quelqu'un d'autre une tâche qui n'a pas de valeur ajoutée, qui est un peu ingrate. Et ça c'est notre. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? C'est ça. Vous l'avez compris, c'est pas du tout ça. L'automatisation, c'est bien le fait de réaliser une tâche sans action humaine et que voilà, qu'on n'ait pas à y retourner, que ça tourne sans automation. On pourrait se poser la question, on pourrait débattre du fait, ouais, mais si on automatise, que fait l'humain là-dedans? On remplace par les machines et on met des gens au chômage. Donc c'est pas notre vision parce que pour nous, l'automatisation, c'est justement le fait de pouvoir créer du temps libre, créer de la valeur ajoutée et pouvoir se consacrer à des tâches qui apportent de la valeur pour nous. Donc finalement, si sur Internet aussi il y a des décideurs, la question à se poser, c'est si on automatise, c'est très bien, mais qu'est-ce que vous faites du temps libre de vos collaborateurs? Donc soit, en gros, vous passez à la semaine des 4 jours, comme certaines entreprises font, et donc du coup, vous êtes dans une démarche RSE, etc. Hein, ou alors, vous leur faites faire des tâches qui sont à valeur ajoutée et qui vont faire justement décaler l'entreprise sur son marché pour justement aller être meilleur finalement que le concurrent. Donc finalement, l'automatisation, derrière tout ça, c'est quoi? C'est venir mettre des rouages en fait à l'intérieur de ces briques et entre elles. Donc le constat pour Top Office. Yes. Alors le constat, c'était que donc fin 2018, finalement, on avait une expérience d'onboarding, d'offboarding, donc d'arrivée de départ de collaborateurs qui était pas fluide. Qui était longue, qui était fastidieuse, qui était surtout pas du tout automatisée. On avait plein de process manuels et on avait plein de briques applicatives qui communiquaient pas les unes aux autres. On avait l'AD, on était sur Google à l'époque, on avait un Intranet Lotus, on avait de la téléphonie classique et donc voilà, donc on créait tout à la main, on passait on était sur 20 à 30 jours par an juste pour créer les comptes des personnes qui arrivaient au niveau des services communs. Et donc voilà, donc là l'idée c'était de travailler sur un sujet parce qu'on était conscient qu'il y avait moyen d'améliorer tout ça. Donc ensuite, les usages, finalement, voilà, c'est ce que Philippe a résumé, hein, une hold entre guillemets Modern Workplace qui est le cumul de technologies qui ne communiquent pas entre elles. Le constat pour Pragmatic, pour notre entreprise, en tant que SN, de ce qu'on peut voir aussi chez votre client, c'est que finalement les DSI fonctionnent aujourd'hui en silo, avec une gestion empirique des services et des technologies. Ça veut dire qu'en fait, chacun veut garder son petit truc de son côté, en mode, moi, je suis expert Exchange et du coup, je fais que du Exchange. En face, on a la personne qui fait de la téléphonie et des fois, ça va être même l'industrie qui va gérer la téléphonie. Et en fait, on ne va pas être capable d'aller gérer une expérience sans couture parce que chacun veut garder son petit truc chez lui sans vouloir donner l'accès à l'autre, de peur limite des fois de perdre son emploi ou autre. Hein, ça peut être plein de solutions. Je ne peux pas monter le volume. Je m'entends là? Ça va. Allez. Donc des équipes qui avancent plus vite que d'autres dans une même entreprise, et c'est créateur aussi de tensions et de décalage technologique, et aussi de failles de sécurité, parce qu'on va se retrouver finalement avec des technos qui sont très difficilement analysables en termes de sécurité, parce que on n'a pas un socle commun qui permet de gérer tout ça. Des technologies de pointe qui sont sous-exploitées aussi à cause d'une intégration incomplète ou isolée du système d'information. C'est-à-dire qu'on va récupérer une super techno, mais comme on va l'intégrer, on va pas l'intégrer, on va la mettre en mode silo, et on va perdre toute sa valeur ajoutée et toute la capacité de la technologie à communiquer avec les autres. Et donc aussi, enfin, donc un manque d'automatisation et des processus manuels qui sont source d'erreur. Et surtout, un manque que ça donne aussi un manque de ressources au travail. Et enfin, grand dernier point, et c'est là toute la philosophie Zero Trust, la quasi-totalité des organisations sont vulnérables aujourd'hui aux attaques par CryptoLocker. Merci Active Directory. Merci l'insécurité de l'Active Directory, ou en tout cas la façon dont ça a été implémenté dans les organisations. Donc maintenant, on va parler du CAP. C'est toi. Ouais. Donc le CAP, définissons un CAP et permettons-nous de rêver. Permettons-nous de rêver, permettez-vous de rêver.
et surtout, permettez-nous d'accomplir vos rêves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est là pour ça, enfin, on est là aussi pour vous accompagner là-dessus. Voilà, c'est I have a dream. Et donc, le cap chez Top Office. C'est ça, donc le cap chez Top Office, l'objectif, ce qu'on s'est fixé, c'est qu'on veut que l'arrivée d'un collaborateur, ce soit un non-événement. C'est bien un non-événement technique. On veut pouvoir accueillir le collaborateur prévenu le vendredi soir qui arrive le lundi matin. On est d'accord qu'on ne parle pas d'humain, on continue à faire des pots d'arrivée, des pots de départ, etc. Mais on veut pas subir l'arrivée d'un collaborateur comme c'était le cas précédent. On veut que les opérationnels, le support, n'interviennent plus du tout dans le process de vie au niveau de l'arrivée et du départ du collaborateur. On veut que ce soit potentiellement le collaborateur qui soit autonome du début à la fin. Et pareil, du coup, sur le côté device, finalement, un device qui tombe en panne, pour nous, on veut que ça devienne un non-événement. On n'est pas en stress de dire il y a plein de données, comment on va faire, on va se faire engueuler par les VIP. Voilà, on veut que ça devienne un non-événement. Et donc, finalement, l'objectif final, c'est, comme on l'a présenté tout à l'heure, c'est de mettre en place tous les rouages et toute la machinerie pour que l'expérience soit fluide, à la fois pour les équipes IT, à la fois pour le collaborateur, pour le manager, enfin voilà, pour toutes les parties prenantes dans la vie du collaborateur. Et donc tout ça sous le prisme de la stratégie et du Zero Trust que Florent va expliquer maintenant. C'est ça. Donc, quelques petites punchlines quand même un peu avant. Hein. Il n'y a pas de grandes tâches difficiles qui ne puissent être divisées en petites tâches faciles. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Une demi-décision, c'est égal au bordel au carré. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, décidez, mais on y va et on ne tergiverse pas, entre guillemets. Si tu ne sers pas un client directement, tu sers quelqu'un qui sert un client. Et ça, je l'ai repris de mon ancien boss. Voilà, à chaque fois, c'était la philosophie aussi du service informatique. Hein. On sert un client à la fin, au final. Et ce qui est fait mieux que ce qui sera parfait. N'attendez pas d'avoir une solution parfaite pour vous dire c'est bon, je peux la mettre en prod. Tant pis, vous avez une V09, et la V1, elle sortira plus tard, mais mettez en prod. Je l'ai souvent entendu. Ouais. Donc le Zero Trust, c'est quoi finalement? Le Zero Trust, en fait, ça correspond à quoi? C'est de se dire qu'on ne fait confiance à personne et que tout le temps, on va vérifier les actions qui vont être effectuées sur le système d'information. On va vérifier à travers l'identité, à travers les emplacements réseau, donc ça va être une vérification explicite, avec l'état de santé d'un ordinateur depuis lequel est exécutée l'action, etc., etc. Et on supposera à chaque fois qu'il y a une violation et on fera en sorte de pouvoir analyser toutes les actions qui ont été faites sur le système d'information grâce à des logs, grâce à des mécanismes qui permettent de pouvoir connecter tout ça. Et donc de vraiment se dire, je ne fais jamais confiance et à chaque fois, je vais analyser ce qui a été effectué par le collaborateur ou par une machine sur le système d'information. Et concernant la feuille de route Microsoft, ça, on ne l'invente pas, hein, c'est un consensus qui a été présenté même aux Identity Days l'an dernier. C'est finalement 4 objectifs techniques qu'on va retrouver. C'est le premier objectif de plus haut niveau, c'est on abandonne l'Active Directory. On le supprime, en fait, hein, on le décommissionne au profit d'une solution moderne. En l'occurrence, chez Microsoft, c'est Azure AD, vous vous en doutez bien. On va venir donc du coup mettre tous les mécanismes intermédiaires pour pouvoir atteindre cet objectif, avec donc du coup l'intégration des PC dans Azure AD, etc., etc. Enfin, la migration des applications, on en reviendra par la suite. On va parler expérience utilisateur et là on va vous présenter du coup, alors ça va être un peu long, hein, on va vous présenter désormais du coup la to-do du service infra quand il y a un nouveau collaborateur qui arrive. Ah oui, c'est vrai qu'on ne fait plus rien. Du coup, alors, on en est là aujourd'hui. Hein, je vous ai expliqué tout à l'heure le constat de plein d'actions manuelles, etc. Aujourd'hui, on ne fait plus rien ou quasi plus rien. On a encore des petits coups de tournevis à droite à gauche, mais c'est quasiment ce qui se passe aujourd'hui quand un collaborateur arrive chez nous. Donc voilà, pour la petite blague. Donc là, on va vous schématiser. Donc ça va être un peu le fil conducteur de la suite de la présentation. On vous présente Robert qui rejoint dans un de nos magasins l'équipe Atelier Impression, le magasin de Pertuis. Et Robert, du coup, il est managé par la directrice du magasin, qui est Janine, qui du coup se connecte sur un outil RH, qui vient juste rentrer son nom, son prénom, sa mission, la date de début, date de fin. Ça va permettre de générer son contrat. Donc, c'est un passage obligé pour embaucher le collaborateur. Et du coup, en fait, il faut qu'elle fasse ça 1 heure avant l'arrivée du collaborateur, ça nous suffit. Et la matrice se met en place, tous les process, etc. Et on va vous expliquer ce qui se passe. C'est ça. Donc cela va permettre à Robert, j'en perds mon crayon, tellement c'est top,
Donc, Robert, alors il n'y a pas de mauvaise blague entre Robert et Janine, hein, je vous rassure, c'est des prénoms qu'on a trouvés comme ça au hasard. J'aurais pu mettre Marie-Thérèse, j'aime bien Marie-Thérèse, mais c'est un peu long encore. Donc, cela donc, va permettre à Robert, je crois que c'est toi, Ouais, je peux enchaîner. Donc, en fait, Robert, quand il va arriver le lundi matin à son poste, du coup, il va pouvoir se connecter sur les PC avec son adresse mail. Il y aura une session qui est automatiquement créée. Il va pouvoir aussi se connecter sur ses PDA, donc sur le device des bras. Il va pouvoir accéder aux différentes applications mobiles qui sont dessus. De manière globale, surtout sur la partie desktop, sur le PC, il va pouvoir se connecter à l'ensemble des applications sans remettre une seule fois son login mot de passe. Tout ça avec du SSO. Il est automatiquement enrôlé dans l'équipe Teams, et donc il peut tout de suite collaborer, voir ce qui s'est passé, les dernières actus, les dernières news de l'équipe dans laquelle il fait partie désormais. Il va pouvoir émettre et recevoir des appels. Pareil, sur le Zebra, il est automatiquement connecté et donc il a son téléphone qui est disponible. Son espace OneDrive pour y stocker ses fichiers est 100% configuré et il va retrouver un espace qui lui est dédié. Il va accéder aussi à sa boîte mail, donc sa boîte mail personnelle, elle va être configurée, il va avoir une signature, on va faire tout le tuning nécessaire pour dans le cadre de son contexte d'un vendeur magasin, avoir une boîte mail fonctionnelle. Et chez nous, on a des boîtes mail partagées en fonction des différents rayons, et donc il va accéder aussi de manière automatique à ces boîtes mail partagées avec des raccourcis sur son bureau quand il va se connecter pour pouvoir échanger avec les clients, etc. et travailler sur la relation. Donc tout ça, c'est beau, ça ne se fait pas tout seul. C'est grâce à la thématique, aux architectures et à l'automatisation que Florent va vous détailler maintenant. C'est ça. On va essayer de vraiment condenser. Donc le périmètre, on va retrouver le périmètre. Le périmètre, c'est donc finalement le magasin. On va retrouver donc Janine et Robert en magasin, le data center. On va retrouver la maison, puisque Janine, en tant que manager, elle peut aussi gérer ses équipes à distance ou faire du télétravail, ou même Robert, si l'entreprise en a envie. On va retrouver l'environnement Microsoft 365. Alors volontairement, on l'a mis vide, donc je vous expliquerai un peu pourquoi. L'Azure AD, puisque c'est une brique transverse finalement, avec aussi la plateforme Azure. Donc l'aspect vraiment plateforme PaaS, IaaS, tout ce que vous connaissez autour d'Azure. Donc les applications en SaaS, on va pouvoir aller acheter en souscription, mais aussi les applications internes qu'on va retrouver en data center. Derrière tout ça, on a aussi donc, au-dessus finalement tout l'aspect Internet. Tout ça est connecté par Internet. Et derrière, Meraki en prisme entre guillemets sur l'aspect réseau. Chez Top Office, donc, ils ont fait le choix de cette solution-là en SD-WAN pour venir interconnecter donc, tous les sites, que ce soit donc, le magasin, le data center, mais aussi Azure avec des appliances virtuelles hébergées via la marketplace Azure. Et on retrouve aussi donc, le routeur à la maison, votre Livebox, qui va permettre de se connecter à Internet et en tout cas à un moment donné de pouvoir consommer le système d'information de l'entreprise. Tout ça, c'est créé grâce à une solution SASI. Je ne vais pas détailler là maintenant, mais voilà, Cisco Umbrella qui est intégré aussi à la solution Cisco Meraki pour pouvoir justement proxifier et sécuriser l'ensemble du périmètre du système d'information de Top Office, que ce soit le PC à la maison ou que ce soit le PC à l'entreprise. Donc, une fois qu'on a fait on a interconnecté tout ça au niveau des réseaux, l'aspect automatisation entre en jeu, c'est que on a 33 magasins, on doit gérer les réseaux des magasins, les réseaux data center, le siège et toute l'infrastructure qui va avec, les 100 bornes Wi-Fi, les 100 switches et les 66 firewalls. Et donc, l'ensemble des réseaux sont gérés dans un iPad, IP Address Manager, qui est lui-même interfacé donc, avec les subnets et la table de routage dans Azure, qu'on va retrouver donc en bas à droite. Tout ça via une interface PowerShell, forcément, et toute la gestion des API. Donc là, on va retrouver l'interface. Ensuite, ces IP qui sont dans l'iPad sont trustés et déclarés dans les Azure Trusted Location. Ça va nous permettre de gérer le MFA, en l'occurrence. Donc, toujours pareil, une nouvelle interface. Tous les subnets avec les réservations de l'iPad, eux, sont déclarés dans le cluster DHCP qui va permettre de fournir une adresse IP à un moment donné à la machine. Donc, une nouvelle interface. Et enfin, tous les devices qui sont chez Cisco Meraki, avec leur numéro de série, leur adresse MAC, etc., vont être envoyés dans l'iPAM, vont être déclarés comme dans le référentiel. On parlait de référentiel juste avant. Et enfin, donc, ces devices-là vont être réservés et envoyés donc, dans le DHCP pour pouvoir fournir une adresse IP, mais aussi dans le LPS, donc en gros le serveur, le service qui vous permet de donner l'accès en fait au Wi-Fi du magasin pour les collaborateurs. On va venir recréer une interface. Donc ça, c'est sur les aspects réseau.
Et enfin, Teams, comme on fait de la téléphonie dans Teams, il faut connaître les adresses des magasins, donc les adresses physiques, au cas où on appelle le 18. Et donc, on va venir pousser via le référentiel IPAM les adresses IP des magasins dans Teams pour pouvoir gérer le emergency address. Sur l'aspect identité, on va venir intégrer toutes les identités des collaborateurs depuis l'outil RH. Ça va être le référentiel RH. Et donc, Janine, qui va créer le contrat de Robert dans l'outil RH, ça va vous permettre de créer les comptes AD qui sont eux-mêmes. Je peux le baisser si vous nous entendez. Ouais, c'est pas bon, c'est pour. Ouais. Je sais pas si c'est bon. Ouais, c'est bien. La donnée RH, en fait, et le référentiel site. En fait, c'est bon, là, je crois. Oui, c'est ça. Donc, non, même pas. La donnée RH et le référentiel site, en fait, donc la liste des magasins va permettre de créer les comptes AD qui sont eux-mêmes synchronisés avec Azure AD via Azure AD Connect. Donc là, on va retrouver donc le référentiel site ici, à gauche, les deux interfaces qui vont remonter les informations des collaborateurs et créer les comptes, les mettre à jour, les supprimer, les désactiver, enfin voilà, faire tout le cycle de vie du compte informatique. On va retrouver Robert qui va être lui synchronisé via Azure AD Connect. De Pertuis, donc Théo comme Top Office par exemple, et donc on va venir créer le groupe Théo Pertuis et tous les collaborateurs vont se retrouver dedans de manière automatisée. Pareil pour par exemple le groupe employé, pour ce que vous voulez, hein, vous pouvez faire les groupes que vous souhaitez basés sur des attributs organisationnels. Sur les aspects IAM, donc finalement c'est là toute la question à se poser. Voilà, c'est ça. Donc là, en fait, on retrouve par exemple le collaborateur dans quel groupe il se situe. Donc, il se situe dans tous les groupes organisationnels de type Théo, hein, comme Top Office. Donc, il est membre du magasin, il est membre des magasins affiliés, il est vendeur à Pertuis, il a la mission vendeur et il est vendeur chez les affiliés. Et ensuite, les groupes de sécurité, cette fois, qui donnent l'accès finalement aux collaborateurs à une fonctionnalité. En l'occurrence, là, on voit le groupe de licence. Les avantages que ça a, en fait, c'est qu'on n'a plus de problématique de nesting group. Quand vous synchronisez des groupes AD vers l'Azure AD et que ces groupes AD possèdent des groupes AD eux-mêmes, et ben les nested groups côté Azure AD, c'est très mal géré. Ou en tout cas, ça pose des problématiques entre du SharePoint, entre du Teams, etc. Et donc, ça va venir poser des problèmes. Donc ça a l'avantage. On a une flexibilité sur le peuplage des groupes, puisqu'en fait, il y a certains attributs RH qui ne sont pas présents dans vos annuaires AD ou Azure AD. Et donc, en se basant sur la base RH, on va pouvoir venir automatiser potentiellement l'appartenance à des groupes de manière à créer des exceptions. On va venir déléguer aussi totalement finalement la propreté de la donnée de vos annuaires techniques au service RH. Ça veut dire que si le service RH rentre une erreur sur la fiche du collaborateur,
et ben, elle va se retrouver aussi sur l'Azure AD et sur l'AD, mais auquel cas, à un moment donné, vous dites, allez voir Robert au RH, enfin, allez voir Marie-Thérèse, c'est Marie-Thérèse qui est directrice de ressources humaines, et qui va venir modifier l'utilisateur. Et aussi, de la même manière, ça va venir suivre l'évolution de votre organisation, dans le sens où, quand vous allez avoir un nouveau service qui va être créé, modifié ou supprimé, ça va venir avoir un impact aussi sur votre annuaire. Et vous n'allez plus devoir vous soucier finalement de est-ce que je dois créer le groupe Teams, est-ce que je dois créer le groupe de sécurité, par exemple, vous allez ouvrir un nouveau magasin à Lille, est-ce qu'on va créer le groupe Lille? Non, il va se créer tout seul, puisqu'en fait, on aura créé cette interface en amont. Les inconvénients, donc là, forcément, c'est ce dont je vous ai dit, en fait, l'outil RH va devoir être cohérent et soigné, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un annuaire technique qui va être aussi dégueulasse, entre guillemets, que votre outil RH, si votre outil RH l'est. L'interface, donc RH IDP, comme Identity Provider, donc ici l'AD et l'Azure AD, va s'avérer complexe à un moment donné, au plus vous allez vouloir mettre d'attributs ou de personnaliser en fait finalement le peuplage de vos annuaires, et auquel cas, donc, un projet IAM devra être adressé. Et là, le plus souvent, c'est des projets qu'il faudra prendre sur le prisme fonctionnel et pas technique. Et enfin, il faudra choisir aussi le groupe de type technique, le groupe technique que vous souhaitez créer pour ces groupes organisationnels. Est-ce que vous créez des groupes de sécurité, extension de messagerie, des distributions, etc., etc. Et là, la petite remarque, il ne faudra pas donc confondre le groupe organisationnel qui est lié à des attributs RH et le groupe fonctionnel qui, lui, doit donner l'accès à un moment donné à une fonctionnalité ou à une application. Donc, sur l'aspect licence, on va venir associer finalement aussi les utilisateurs à des groupes de licences. Donc, c'est des groupes fonctionnels, on donne accès à des fonctionnalités, toujours via des critères définis par l'entreprise. Utiliser des groupes de licences pour pouvoir affecter des licences Microsoft 365. Ne mettez pas de licence nominative. De la même manière, donc là, on va retrouver finalement tous les groupes de licences qu'on a chez Top Office. Donc, Security Group, licence L365, L365, et puis derrière tous les workloads qui sont activés. Remarque, donc surtout, donc c'est ce que je vous disais, utiliser des groupes de licences pour donner les accès aux groupes applicatifs, aux licences et aux fonctionnalités Microsoft 365. Et surtout, n'activez pas tous vos workloads et toutes vos licences sur tous vos utilisateurs. Parce que si vous prenez le produit Microsoft 365, vous allez vous retrouver avec 32 fonctionnalités. Les utilisateurs vont s'engouffrer là-dedans et vous allez vous retrouver avec de la Power Apps que l'utilisateur aura fait pour lui. Vous allez vous retrouver avec des outils finalement que vous ne maîtrisez pas, que les utilisateurs ne maîtrisent même pas eux-mêmes. Et en fait, ça va créer du shadow IT dans l'IT. Donc surtout, limiter les services que vous venez activer. C'est ce que je dis, n'associez pas les licences manuellement, passez par des groupes de licences et ensuite n'activez pas tous les services et les workloads. Vos utilisateurs ont besoin d'accompagnement. Par exemple, voilà, là on voit donc, le groupe de licence Office 365 Phone System aux services centraux avec les 10 workloads qui sont activés sur les 26 pour Office 365. Concernant Exchange et Teams, donc l'utilisateur est dans le cloud, il a une licence dorénavant. Cela, donc, ça va automatiquement lui permettre de créer, Microsoft va lui créer automatiquement une boîte aux lettres. Et nous, en fait, ce qu'on va venir faire derrière via une interface, toujours, on va venir pousser en fait dans la configuration de sa boîte aux lettres, dans Exchange, son bon time zone, la météo, sa signature, et on va donner accès aux boîtes aux lettres partagées de son magasin. Donc là, on retrouve bien les share mailbox, la signature qui a été créée, donc là, c'est la mienne en l'occurrence, et donc les share mailbox auxquels il a accès. L'interface RH va aussi venir ajouter à son groupe équipe Pertuis l'utilisateur. Donc on va retrouver le Teams, dans lequel, en fait, l'utilisateur fait partie. On retrouve bien le groupe Microsoft 365 ici, équipe Pertuis. Et derrière, on va venir lui provisionner son OneDrive. Pourquoi on va venir lui provisionner son OneDrive? Parce qu'en fait, de base, chez Microsoft, quand on accède à OneDrive pour la première fois, le OneDrive n'est pas créé, en fait. Il est créé à la fin. 5 minutes. On en a mangé 5 au début. T'inquiète pas. OK. L'ouverture de session et le déploiement d'un PC. Donc concrètement, le PC va être full Azure AD, full Azure AD Join, et on va utiliser donc Intune et Autopilot. On va voir apparaître ici. Robert va pouvoir déployer son PC en autonomie ou pouvoir se connecter à un ordinateur déjà déployé. Et chez Top Office, donc ça va être le constructeur Dell qui va venir enregistrer les informations sur le tenant Azure AD, puisqu'il y a des partenariats entre Microsoft et tous les gros du marché, on va dire, Dell, HP et autres. Et Jaline elle-même va pouvoir déployer potentiellement son PC depuis chez elle. Donc c'est grâce aux solutions Autopilot et Intune. Donc là, on retrouve
les deux PC, hein, de Robert et Janine. Et donc là, rapidement, voilà, la slide qui est connue normalement de beaucoup de monde et qui est présente sur le TechNet, c'est le vendeur qui va faire la livraison directe à l'employé et qui va venir enregistrer les actifs matériels sur Windows Autopilot. La gestion de parc et l'assistance utilisateur elle va se faire donc, via une interface aussi entre l'ITSM et la CMDB, c'est-à-dire que l'ITSM et la CMDB va posséder tous les ordinateurs, les numéros de série, tout l'inventaire qui va bien, et pas la D, hein, je vous rappelle, la D n'est pas un annuaire de gestion de parc. Et on va venir en fait pousser dans Intune via la Graph API, enfin depuis Intune, on va venir renseigner toute la CMDB et en fait mettre à jour en live via une interface l'ensemble du parc informatique. Et l'assistance utilisateur, elle se fera donc via TeamViewer, si Teams est KO. Concernant les accès applicatifs, donc les applications sont enregistrées dans Azure AD avec leur rôle associé. Et donc ici, en fait, on va retrouver l'application RH, par exemple, avec le rôle associé employé et le groupe de sécurité qui va bien. Donc là, pareil, une nomenclature de nommage, hein, n'oubliez pas, hein, Security Group, app comme application, le nom de l'application et le rôle employé. Et dedans, on va retrouver finalement Robert de manière automatique grâce à l'interface entre la base RH, on passera par la Graph API et on viendra pousser en fait Robert dans le bon groupe pour qu'il puisse accéder à l'application en SSO et de manière automatique. Hop. Donc Robert accède à l'application de l'interne en SSO. Mais aussi, on va retrouver ce même accès en fait pour Janine qui est en télétravail, qui souhaite accéder aussi à l'application en interne. Grâce à quoi? Grâce aux Azure AD App Proxy. Donc, on va venir déployer des agents Azure AD App Proxy sur des serveurs, à la fois hébergés dans Azure et à la fois hébergés on-prem. Et ça va venir exposer l'application pour que Janine puisse accéder de manière transparente à l'application sans se connecter au VPN. Le VPN doit être abandonné. Le VPN client to site doit être abandonné au profit de la proxification des applications si vous avez des applications web. Donc, elle pourra y accéder grâce à quoi? Grâce au MFA, puisque en fait, son emplacement géographique est inconnu des Trusted Location. Et donc, on va faire de l'accès conditionnel, hein, ça fait partie du Zero Trust. Donc là, finalement, je vais reciter un peu les remarques. Donc, utilisez le split DNS pour vos applicatifs. C'est-à-dire qu'en fait, le nom, le FQDN que vous utilisez pour accéder à l'application, qu'il soit en interne ou en externe, doit être le même. La seule chose, c'est la résolution qui va changer derrière. C'est-à-dire qu'en interne, on va pointer vers une IP privée. Et en externe, on va pointer sur un alias qui sera généré par Microsoft grâce à l'Azure AD App Proxy et à l'enregistrement de votre application dans l'Azure AD. HTTPS obligatoire, s'il vous plaît, toutes vos applications doivent être en HTTPS. Plus d'HTTP, de toute façon, Microsoft vous interdit d'exposer une application vers l'Azure AD App Proxy si celle-ci est en HTTP. Abandonnez le VPN, du coup, forcément, pour vos applicatifs web. Et surtout, utilisez le MFA pour toutes vos identités. Il n'y a aucune identité qui doit passer à travers le mail du filet. Et un collaborateur sans MFA n'a pas à utiliser le système d'information à l'extérieur. Vous devez être donc garant du MFA via smartphone, YubiKey, Windows Hello for Business avec la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale par exemple. Sur l'aspect Teams et la téléphonie, les utilisateurs donc, vont avoir un numéro de téléphone fixe qui va être affecté. Ils vont pouvoir être joints via un serveur vocal interactif ou directement via un numéro SDA, une sélection directe à l'arrivée. Et donc chez Top Office, on a mis en place le direct routing avec des SBC. Et donc, on va faire en sorte que ce numéro soit automatiquement renseigné dans l'annuaire AD et dans l'Azure AD, forcément, via l'interface. Et on va venir pousser en fait les policies dans Teams pour faire en sorte de mettre la téléphonie dans Teams et de gérer Teams dans la globalité. Le casque est fourni et ils ont la possibilité de faire des appels depuis PDA Z. On reste combien de temps 3 minutes 2 minutes Allez, on va vite. Donc, sécuriser et brider Teams, surtout. Utilisez les policies dans Teams. De base, ne laissez pas Teams ouvert parce que sinon, vous allez avoir une ribambelle d'applications dans Teams et vous allez vous retrouver avec du Google Drive, du Dropbox en usage, par exemple, de fichiers dans Teams. Donc, gouvernance, surtout. Définissez une gouvernance et gérez les applications dans Teams comme vous gérez les applications Windows. Sur votre parc, conseil sur la téléphonie. Dessiner et schématiser votre architecture, surtout, parce que sinon vous allez foncer tête baissée et ça va être la pampa, entre guillemets. Donc, en gros, qui peut recevoir des appels directement ou non, comment est designé le SVI et comment je gère mes devices de téléphonie, quid des Teams Rooms, l'intégration des Teams Rooms dans Teams et dans votre architecture, des salles de conférence, et comment je gère aussi l'aspect téléphone commun et standard. La téléphonie fixe n'est pas la communication unifiée, la téléphonie fixe fait partie de la communication unifiée. Quid des plans de numérotation et des numéros courts, de la QoS et du roaming Wi-Fi.
là-dessus, de la même manière, en architecture, c'est super important. Le réseau, la qualité réseau, qu'est-ce que vous faites de la téléphonie à travers le Wi-Fi? Et par exemple, plus des fax. Chez Top Office, on est venu remplacer le fax par une Power Apps. Dans Teams, rapidement, un petit screen qui va bien. Voilà. En gros, on met le numéro de fax, on vient parcourir avec un PDF, on fait envoyer, le fax est envoyé. Donc ça, avec une Power Apps derrière. Vos alliés derrière tout ça, alors, vos alliés, donc, le tableau blanc et vos Velleda. J'ai toujours ça sur moi. Surtout, faites des schémas. Créez vos arbres de décision et de processus à renforcer tête baissée dans le développement. Que voulez-vous et quelles sont vos problématiques récurrentes? C'est la clé de l'automatisation. Rationalisez. Les outils cloud sont puissants, mais surtout ne vous éparpillez pas. Si vous prenez ce qui est en haut à droite dans le Gartner, c'est top, mais par contre, il faut avoir derrière les bras pour pouvoir intégrer tout ça. Pensez utilisateur tout le temps, vivez la vie de vos utilisateurs finaux, soyez convaincus des outils et surtout, si vos outils vous obligent à faire 15 000 clics, c'est que ce n'est pas le bon outil. Gouvernance et urbanisation, nomenclature de nommage et faites des choix globaux. Microservices, API et scripts, consolidez tout ça grâce à ça, fusionnez toutes ces technologies-là et automatisez grâce, en l'occurrence, à la Microsoft Graph API, à PowerShell ou du Python si vous voulez. Et les API de vos applicatifs qui peuvent être utilisés. Et surtout aussi, vos alliés, c'est nous aussi, des passionnés de service. Hop, on a fini. Le bilan de tout ça. Je pense que ça a toi, Philippe. Yes. Donc, en 30 secondes, donc, ça a été un travail sur un peu plus de 3 ans, un budget environ d'intégration de 40 000 € à l'année. Aujourd'hui, on déploie nos PC en 15 minutes. On les sort du carton, on les donne aux collaborateurs en 15 minutes, ils sont prêts. On accède à toutes les nouvelles applications qui sont modernes depuis 3 mois, sont connectées automatiquement, c'est ce que Florent vous a expliqué juste avant. On interdit les intégrations avec l'Active Directory désormais. Et on est passé pour l'intégration d'un collaborateur d'un délai de prévenance d'une quinzaine de jours à, j'ai dit 24 heures, mais en fait, on peut arriver le lundi matin, on sort un carton du stock, un casque et c'est parti. Et donc le nouveau cap, c'est quoi notre cible maintenant? Le nouveau cap, c'est l'arrêt des AD. Et l'arrêt des AD, du coup, on va migrer toutes nos applications legacy qui utilisent encore des authentifications Active Directory. On va développer et orienter notre développement vers du serverless. On va exposer l'ensemble de nos applications sur Internet avec la partie app proxy pour que le réseau, finalement, le réseau d'entreprise devienne Internet. On n'est plus le réseau local sur Internet, le réseau d'entreprise. Et on va migrer nos DHCP, nos DNS vers une solution d'IDL dédiée. Et forcément, on va refactorer toutes les interfaces qui se basent aujourd'hui sur l'AD pour les faire interagir directement avec Azure AD. Ça, c'est notre nouveau cap, l'arrêt des actifs directement. C'est ça. Voilà. Et question, et on n'a plus de temps. On peut se voir à l'extérieur si vous voulez, vous faire un peu une présentation en live, vous montrer comment c'est fait vraiment plus techniquement. On a essayé de prendre de la hauteur, mais bon, voilà, c'est beaucoup de sujets. On peut vraiment rentrer en détail, mais vraiment même jusqu'à vous montrer du scripting, des app registration et vraiment rentrer dans le détail si vous souhaitez. Merci à tous. Merci. Je